Loisirs chasse et pêche vous est présenté par Capital Chrysler. Ne signez rien sans venir nous voir. Et par La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des chasseurs et pêcheurs. Oh, oui, c'est un beau brochet. Check ça, voilà. Yeah! Yes, sir! Ouh! Oh! Ah! Fait que lui, c'est notre lunch d'asseoir. Yes, sir, Jean-Marie? Bienvenue à Loisirs Chasse et Pêche. Gros plan de match cette semaine. On vous parle un peu du dossier phoque, la chasse aux phoques, le loup de mer et de l'utilisation optimale de ces bêtes-là suite à la chasse. Donc, pas de gaspillage. Ce sera question aussi de chasse à la sauvagine. On va parler un petit peu de l'état des choses. Où est-ce qu'on en est, les déplacements des populations, l'évolution et la régression de certaines populations aussi. On vous parle du secteur du Saguenay-Lac-Saint-Jean et des belles pourvoiries du coin. Et avec moi en studio pour le reportage qu'on présente tout de suite après la pause. Benoît Letarte, comment ça va? Salut Martin, ça va très bien toi? Yes, tu es allé te promener du côté du parc de la Vérandrie, donc la réserve faunique de la Vérandrie, pêcher le doré, le brochet. Absolument, puis réserve de la Vérandrie, souvent les gens, on a comme grand nom là, les réservoirs Kabonga, Dozouet, mais nous on s'est déplacé un petit peu plus côté Val-d'Or, Grand-Lac-Victoria, puis je suis obligé de dire que ça a été une méchante belle découverte. Disons pas plus que ça, parce qu'on va le dévoiler le punch tout de suite après la pause. Yes. Vous verrez ça rendu là. Benoît, chasse à l'orignal, t'es un chasseur à l'orignal, t'as guidé à l'orignal, t'as constaté comme moi ce qui se passe dans les dernières semaines, chaleur accablante, beaucoup de chasseurs sortent du bois et disent écoute, il se passait rien là. Puis là, nous autres, on reçoit une tonne de questions. Martin, qu'est-ce qu'on fait? Des petites nouvelles pour vous. D'ailleurs, moi, le premier, j'ai pas réussi à trouver exactement quoi faire. Je suis pas revenu fructueux de la chasse, moi non plus. Et c'est le cas de plusieurs. C'est qu'on fait, Benoît, quand on se ramasse avec des chaleurs comme ça? OK. Bon, premièrement, il y a des choses qu'il faut comprendre. L'orignal déteste la chaleur. La partie du globe où ce qu'on a des orignaux, c'est au nord. Donc, en partant, c'est un animal qui est très bien adapté à l'hiver, mais les chaleurs, il n'aime pas ça. En plus, lorsqu'on arrive dans des chaleurs comme là, dans le temps de l'automne, souvent, lui, sa mue est commencée, donc il y a son poil d'hiver qui commence à apparaître. À ce moment-là, tu comprendras que la chaleur l'affecte de manière exponentielle. Ce qu'il faut comprendre aussi, ça va amener beaucoup de comportements de nuit. Puisque là, lui, le rut, il s'en ira pas. Là. Les veaux, il faut qu'ils naissent à la bonne date, donc les accouplements doivent se faire aux mêmes dates. Ça, c'est obligatoire. La nature est ainsi faite. Donc, suite à ça, si dans le jour, la chaleur est trop élevée pour les déplacements, il faut trouver les zones de fraîcheur. C'est là qu'on travaille avec, des fois, une vallée avec une espèce d'écoulée, avec un ruisseau, de la mousse, un flanc nord de montagne. Le flanc nord d'une montagne, le soleil n'ira jamais taper directement à cet endroit-là. C'est vrai. Un petit truc pendant vos prospections printanières. Lorsque vous allez au mois de mai, il reste des petites plaques de neige, mais pas partout. Les dernières places où il reste des plaques de neige, normalement, automatiquement, c'est l'endroit le plus frais qu'il y a dans la forêt. Parce que le soleil ne tape pas directement là. Souvent, il va y avoir un couvert forestier un petit peu plus dense. Fait que c'est des places à placer des points sur son GPS et à aller exploiter quand il y a des chaleurs comme ça. L'autre chose qui est importante, on ne le répétera jamais assez souvent, combien de bouchers et de chasseurs j'ai entendu cette semaine parler, ils ont perdu leur viande. Les gars, tabarouette, vous le savez, il annonce 24, 26 degrés Celsius. Plan de match, là, tu le disais toi-même, il faut qu'il soit établi avant même de rentrer dans le bois, à savoir comment je chasse cet orignal-là de là. Oui, on est sûr et certain d'une chose. Si on rentre à l'orignal, on a des chances de récolter un orignal. Si on récolte un orignal, il faut que le plan soit fait. Si on n'a pas accès à une remorque ou une chambre froide rapidement, il faut que le boucher soit prévenu. Il faut qu'on ait opportunité de trouver de la glace, quelque chose pour la rafraîchir. Autre truc aussi, souvent, au Québec, beaucoup de gens sont habitués de sortir leur animal entier. Mais on sait que pour faire refroidir la viande le plus rapidement possible, la manière efficace, c'est de le mettre en quartier de suite pour laisser l'air circuler. Et voilà. Parlant de chasse à l'orignal, moi j'ai un message à passer, parce que j'ai été un petit peu fessé cette semaine. C'est de plus en plus, les gars sortent du bois puis ils font des vidéos en sortant du bois, parler de comment a été leur journée de chasse. Puis c'est tant mieux, c'est le meilleur moyen de communication.
Mais cette année, particulièrement sur les territoires publics, ça a brassé pas mal. Des arbres avec des caches abattus, des caches brûlées, démontées, des menaces, des gars qui font des faux constats, comme des agents de protection de la faune qui tirent ça dans les caches, tu as 24 heures pour t'enlever d'ici. Puis les gars arrivent à la fin de leur journée puis ils font une vidéo où est-ce qu'ils pètent une solide coche sur le nouveau gars qui a fait une cache dans le bois, puis ils s'en vont mettre ça sur Facebook. Hey les gars, les futurs chasseurs regardent ça. Puis ça, c'est le message qu'on envoie. C'est rendu terrible, là. Les futurs chasseurs, oui, mais on sait, là, les chasseurs, on est déjà d'avance, on part avec certains stéréotypes. Ben oui. On est déjà classé des fois d'une drôle de manière dans la mentalité des gens. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ben justement, il y a les futurs chasseurs et les non-chasseurs qui voient ça. Et là, à ce moment-là, cet individu-là qui ne reflète pas la majorité des chasseurs va être pris en exemple et puis va être balancé un peu partout. L'information s'en va tout croche, puis c'est tous les chasseurs qui en payent. Fait que, morale de cette histoire, parler à la caméra, ça défoule, hein, ça fait quelqu'un à qui parler, mais envoyez pas ça sur Facebook, s'il vous plaît. Puis faites donc attention. Territoire public, terre de la couronne, public, ça le dit, ça appartient pas à personne. Parlez-vous, séparez-vous les zones de chasse. C'est la pérennité de notre sport qui est en jeu, tabarouette, c'est simple à comprendre. Hey, Benoît, moi je te garde là. Mais tout de suite après la pause, je t'envoie à la pêche, ça te va. C'est super. Ça va faire son skit. Le temps d'une pause. Au retour, on est en réserve faunique de la Vérandrie. Un beau Benoît qui est à la pêche au brochet et au doré, donc manquez pas ça. Cette partie d'émission vous est présentée par les coquineries Conserve artisanales. Ouais, ben je dois faire une méchante belle vie parce que cette semaine, on m'a invité à visiter la réserve faunique de la Vérandrie, plus précisément au secteur du Grand Lac Victoria. 4 heures après Montréal, on arrive à l'accueil sud. Nous, on s'en va dans le secteur Abitibi. Les chemins sont super beaux, bien entretenus, c'est accessible avec tout type de véhicules. On parle d'un territoire de 12 000 km². Sur place, on a les employés de la CEPAC. On a au-dessus de 700 employés. Donc, on s'en va rejoindre la gang qui nous attend au Grand Lac Victoria, qui vont nous attribuer notre chalet modique. Puis, attendez de voir où ce qui est situé. Bon matin, Jean-Marie, comment ça va? Bon matin à toi, ça va bien, ça va bien. Super. Ce matin, camping du lac Granet. On m'a envoyé ici parce qu'on m'a dit que la pêche était super bonne. On s'attend à quoi comme pêche ce matin? Doré, brochet principalement. Il y a possibilité de pogner de l'esturgeon, puis un petit peu de barbotte au travers. Super. Écoute, en plus, ce matin, on a quelque chose de spécial. C'est une pêche qui est père-fille, je crois. Oui, ma fille Mélissandre m'accompagne, c'est ma relève. Vraiment super. On n'attend pas plus si longtemps que ça. On s'en va sur l'eau, on s'en va à la pêche. On est prêt. Oh, je te dirais, vas-y avec elle, au cas où. Ça, j'aime ça, un gars confiant qui prend la grosse puise direct en partant. Yes. Ça donne ça? Ouais, donne un coup de tête. Oh oui. Ouais, t'en as un? Ouais. Yes, sir. Ah. Oh non! Juste sur le bord, là. Oui, tu l'as. Hey! Tu l'as récupéré! Ah, par le côté en plus. Là, mets ça, là, Ouais. puis pogne par la queue. Yes, sir! Yes! Hey, Jean-Marie, premier poisson de la journée. Ouais, ben au moins, on sait que il y a des poissons dans le coin. Yes. Oh, yes, sir! Oh, un beau brochet! Yes!
Bon, ben premier poisson de Mélissande, puis avec tout ça, ben il y a juste moi qui n'ai pas encore de poisson dans la chaloupe, fait qu'on va se forcer un peu. Puis un autre beau petit brochet, celui-là, il a quand même saigné beaucoup après le combat, fait qu'on va le garder pour le manger tantôt. Hey, yes sir, Mélissande! On continue ça. Super! Oh, oh, on est un. Yes! Yes, 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 yes. Un autre! On met ça. Yes sir! Oh, hey, T'en as un? oui. Oh! Oh! C'est plus gros? Yes sir, prends ton temps. Yes! Ça, c'est bon. Super! Super! Oh, ça, c'est le plus gros qu'on a eu à date aujourd'hui, hein? Beau brochet du lac Granet. Super combat, ça. Avec ta petite canne, t'as eu du fun, hein, Jean-Marie? Hey! Voilà, enchaîne l'eau. Yes! Oh! Oh! Yes, sir! Avec ma vintage. Ça a l'air de quoi? Oh oui, un beau. Oh, un beau doré! Yes, sir! On va le mesurer, voir si on peut le garder. Je suis pas sûr, hein? Il doit être limite un peu. Oui, on est... Ben oui, on est amplement. Ici, la limite, on parle de 32 cm. Puis là, on a un doré de 39. Ouais, 38 cm. Fait que lui, c'est notre lunch d'asseoir. Oh yes! Oh, yes, sir. Jean-Marie est en feu. On est encore en train de prendre des images de son doré, puis il nous sort un brochet, là, juste comme ça, là. La pêche à Jean-Marie qui est en train de nous faire la barbe totalement. Yes, j'en ai un. Oui. Oh, ça... Oh oui, c'est un beau brochet. Oh oui. Check ça, va là. Yeah! Yes, sir. Yes, sir! Ouh! Oh! Ah! Yes, sir. Beau brochet. Regardez la dorsale, comment elle s'est fait ramasser. Il y a comme une grosse blessure ici sur la dorsale. Ah, c'est un guerrier, lui. Oh! As-tu quelque chose? Yeah! Incroyable. Attention. Yes, sir! Hein? Je l'ai eu, papa, mon doré. Beau petit doré jaune. Le premier de la journée pour toi? Oui. Puis là, ben, dans le matin, j'étais le seul à pas pogner de brochet. Je suis arrivé à pogner un brochet, puis là, ben, maintenant, je suis rendu le seul à pas avoir pogné de doré. Fait que je pense qu'il faut que je me remette à la pêche tout de suite. Oh, je l'ai. T'as quelque chose? Oui. Oh! Yes, sir! Yeah! On va aller mesurer ça, voir. Ouais, 35 cm. Yes, sir, Jean-Marie? Oh, j'en ai un. T'en as un? C'est un Petit brochet. Petit brochet. Yes, on va puiser ça. Yes, sir! Et voilà. On pogne un dernier, on s'en va. Merci beaucoup, Jean-Marie. Ça me fait plaisir. Méchante belle journée de pêche, j'ai trippé. Lac Granet, c'est vraiment une découverte pour moi. On remet ça, c'est sûr et certain. Ben, vous êtes les bienvenus. Merci.
Allô, mon amour? Comment ça va? Oui, ça va bien. On a du beau temps ici, puis on a fait une belle pêche aujourd'hui. On est vraiment contents. Oui. Pogné un beau brochet d'une dizaine de livres. 3 dorés. On a pu en garder 2, puis ça a été notre souper à soir, là. Fait que vraiment super. Je vous embrasse les deux, j'ai hâte de vous voir. Joanne, on est arrivé ici, Grand Lac Victoria, seulement à 14 km de la 117. Vraiment un beau secteur. Tout à fait. Le Grand Lac Victoria, c'est merveilleux. Avec le site qu'on a ici, on avait déjà un très beau terrain de camping. Puis avec l'ajout des chalets modiques, bien, ça fait un site qui est complet maintenant. Chalet modique, moi, je suis un habitué de la CEPAC. Ça fait quelques fois déjà que je les visite, mais pour les gens qui sont jamais venus en chalet modique, c'est quoi que ça inclut? Bien, chalet modique, en fait, c'est un chalet qui est plus petit que notre chalet standard à la CEPAC, mais il y a quand même toutes les commodités à l'intérieur. Donc, il y a cuisine, vous avez le poêle à bois, vous avez 2 chambres à coucher, une salle de bain complète avec une douche. Tout le nécessaire là, pour passer un bon moment. On est très bien installés. Les chalets modiques, en plus, on va le dire, on a un 30 % moins cher aussi à la réservation. Puis ici, le secteur, ils sont devant une plage de sable qui est magnifique. Oui, c'est le Grand Lac Victoria, c'est ce qui est particulier de ce plan d'eau-là. C'est bordé de rives sablonneuses tout le tour. Il y en a plusieurs comme ça. Ce qui est important à dire, par contre, c'est que c'est pas une plage surveillée. Donc, avec les jeunes enfants, il faut vraiment garder un œil attentif. Mais ça permet de pouvoir faire des activités, des jeux, feu, shore lunch, tout ça là, autour du plan d'eau. La CEPAC nous offre, à partir de cette année, la possibilité d'avoir des cartes barométriques, soit comme ça, en version papier que vous fournissez aux clients, mais aussi, on peut aller sur le site les télécharger d'avance pour notre GPS. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est un ajout pour nous qui est très important. Donc ça facilite pour les gens l'activité de pêche comme telle, surtout sur des grands plans d'eau comme le lac Victoria ou même le réservoir d'Auzois. Ça prend vraiment des outils pour venir supporter les gens. Puis ce qui est important aussi, c'est que les lacs, il y a plusieurs lacs qui vont être ajoutés au courant des mois, des prochaines années. Donc ça peut arriver qu'un secteur n'est pas disponible, mais qu'éventuellement, il sera. Donc, il faut vraiment aller sur le site de la CEPAC et se tenir au courant là, des ajouts. Super. On visite le cepac.com pour se tenir au courant de ça. En parlant de pêche, on a le droit d'emmener nos embarcations personnelles dans la véranderie. Je pense qu'encore là, il y a des rabais qui se rajoutent à ce moment-là. Oui, c'est important quand on fait notre réservation. Si on a notre propre bateau, on peut l'apporter. Puis un 10 de rabais là, qui est là automatiquement, autant avec le chalet standard que le chalet modique. Donc, ça fait quand même une différence là, sur le coût. Puis, ça permet aussi, les gens qui ont un bateau, ils ont envie d'utiliser leur bateau pour aller à la pêche. Donc, ça permet là, de venir sur les plans d'eau avec son propre équipement. C'est une belle permission que la CEPAC nous donne. D'ailleurs, on va aller rejoindre Charles qui nous attend sur le bateau parce que là, la pêche commence. Le temps est couvert, on s'en va pêcher le doré. Oui, on en profite tout de suite. Yes, sir. Yes, on s'en va à la pêche. On va essayer de pogner un peu de doré avec ça. Puis le temps est sombre. Puis ici, de ce qu'on m'a dit, les poissons à pas qu'il y a dans le lac sont couleur un peu gris. Donc, on essaye ça pour commencer. Oh yes, sir! Une grosse perche chaude. Ah, quand même gros. Ouais, c'est quand même une belle grosse perche chaude, ça. Hey, super. Bon, on a du poisson dans le secteur. Charles Nord. Charles Nord? Yes, sir. Super. J'étais en train de changer mon leurre, puis Charles nous en a pogné un, là. Yes! Quand il a commencé à mouiller, puis là, ben, le doré répond. On va mesurer, voir si on peut le garder, parce qu'ici, ben, c'est 32 cm et plus, fait qu'on va aller voir ça sur la règle. Donc, yes, 35 cm. Et voilà.
Et de un. Yes, sir, Charles. On continue. Oui, on va avoir du fun. J'en ai un. Oh, yes, sir. Il est tout petit. Yes, sir. Il est tout petit. Ben oui, lui, On le remet à l'eau, c'est on sûr. va le remettre à l'eau. Ah, là, c'est... Oups! Non, il est tout Yes, petit. un autre. Un autre petit doré. Oups. Yes, sir. On va vous dire, les conditions en ce moment Ça, sont difficile. quelque chose. Il mouille. Il y a du vent, il y a de la houle, mais c'est pas grave. On n'a pas assez de temps de pêche dans l'année pour se priver de la pêche. Mais on va vous dire, c'est quelque chose aujourd'hui. Oh, j'en ai un. Yes, sir. Et en arrivant, bang, on frappe. Yes. Prochain peu. Petit. OK. Il est Yes. là. Il est rendu. Mais il est beau. 32. C'est limite pas mais mal. on On peut- va remettre ça à On l'eau. va le gracier, il est pas Ben super long. On oui. va le laisser grossir. Puis ben, on va revenir te pogner l'année prochaine. C'est ça. Je l'ai. Il est encore là. Mon Dieu, il est tout petit. Tout petit doré. On va l'embarquer direct de On était même. plus sûr, ouais. Hey, ça vient de mordre. Hey, oui, un super beau brochet. Ah, un brochet. C'est pour ça que ça a fait ça. Je t'échange ça. Je te laisse mon brochet. Bon, ben, on va sortir ce brochet-là de l'eau. Yes, sir. Bon. Hey! Yes! Aujourd'hui, on a pris 3 espèces de poissons, perche chaude, dorée, puis là, ben, on a un beau brochet. Puis c'est le fun un peu de pêcher des lacs comme ça, que lorsque tu fais, ben, c'est un peu une surprise à chaque fois de ce que tu sors. Fait que, toi, tu retournes à l'eau, c'est l'heure. Oui, là, je l'ai. Oh, tu l'as? Oui. Il n'est vraiment pas gros, mais quand même. Oui, on a un doré. On va le mesurer, voir des Ben, fois. c'est un 33,5, 34, mais on va le remettre là. Ouais. Oh, on en a un. On approche ça ici. Yes. Un autre beau doré. Et checker ça arriver. OK, on se rabrille. Journée de pêche terminée pour nous. On a eu une belle journée de pêche, mais la nature a été vraiment top. C'était pas pour les doux aujourd'hui, la Ah, on pêche. est à la flotte un petit peu, là. Fait que, moi, je te suggère, Jeanne, on va aller faire sécher notre stock. Bon souper, On va se puis on reprendre recommence demain. demain. On se reprend demain. Yes. Ouais, ce matin, on va aller ici, là, Passe-Ming, Capelle, qui est un rétrécissement du lac. Donc, on devrait être plus à l'abri du vent. Il y a beaucoup de structures, puis souvent, ce genre de rétrécissement-là, ça amène un peu de courant dans le lac. Les dorés aiment bien ça, se cacher en arrière des structures puis attendre leur proie. Donc, on va aller essayer ça le matin. Moi, je pense que j'en ai un. Oui? Haha! Ça, c'est super. Tu bien gros? Oh, petite barbotte. Petite barbotte. Hey, c'est tout doux. C'est quoi que t'aimais pas là-dessus, toi, une barbotte? J'ai quelque chose. On vient de passer sur une super belle structure. Puis on est en train de se dire ça se peut pas qu'on n'ait pas d'action.
Yes, sir! Yes! Super, Benoît. On l'a eu. Mais tu l'as vu sur le sonore, hein? T'as dit ça se peut pas qu'on pogne rien ici. Yes, sir. Beau petit doré. On va mesurer, voir si on a le droit de le garder. Ah oui, 35. Lui, on le garde. Il s'en va pour le lunch. Joanne, le secteur du Grand Lac-Victoria, pour moi, est une découverte, que ce soit le secteur, toute ton équipe qui est là, Charles, qui a été notre capitaine dans la tempête. Si on veut réserver, vivre la même expérience que nous, on appelle où? Bien, c'est sûr que vous pouvez nous rejoindre directement à la réserve phonique, mais la centrale de réservation à la CEPAC reste le meilleur endroit où faire le contact avec un conseiller. Il peut vraiment vous renseigner selon vos dates, les besoins, la composition de votre groupe. Puis d'autant plus que si vous voulez pêcher une autre espèce de poisson ou aller ailleurs au Québec, bien, ils connaissent tous les secteurs, donc c'est l'endroit où appeler. Pour avoir les meilleurs conseils sur nos destinations de pêche, bien, on appelle directement à la centrale. Merci beaucoup de l'accueil chaleureux que vous m'avez fait. Ça a été un plaisir de pêcher avec vous. Plaisir partagé. Merci. Ce reportage à la réserve faunique La Vérandrie vous a été présenté par la CEPAC. À mon aventure chasse et pêche cette semaine, un article qui est carrément dans le mille. Un bon ami à moi, Pierre Lefebvre, vous le connaissez sur le nom de Long Range Hunter, qui nous pond un véritable guide sur les positions de tir à la chasse et l'adaptation de celle-ci. C'est la section 100% armes. On nomme l'article « Adapter votre position de tir aux situations de chasse ». Près d'une centaine de gibiers de collectés, beaucoup d'analyses sur le terrain. Pierre s'adresse réellement à la façon de s'adapter donc adapter sa position de tir aux différentes conditions physiques du terrain, émotives du tireur, comment garder son calme. Il aborde là-dedans les différentes situations à courte, moyenne et longue distance, les différentes positions de tir et la façon de bien les prendre, question de demeurer stable et calme dans les positions de tir. C'est dans votre aventure chasse et pêche qui est en kiosque présentement, le Long Range Hunter. I'm a long, long range hunter. Ces conseils vous ont été présentés par Aventure Chasse et Pêche, le vrai magazine. De retour en studio, on est en pleine saison de sauvagine. Puis vous le savez, c'est pas moi le spécialiste là-dedans. On a un tripeux de sauvagine avec nous autres. Benoît, je veux savoir ce qui se passe présentement là, dans les populations de sauvagine. On est rendu à faire quoi? On court après quel oiseau? Je veux faire un tour un petit peu avec toi. Là. Demain matin, si moi je veux me spotter un oiseau à aller chasser, là, je suis dans la manne de quoi présentement? Bien, on sait dès l'ouverture, dans la plupart des zones au Québec, le canard est très accessible. On a les oies aussi qui ont entamé leur migration en ce moment. En ce moment, il y a des oies dans la région de Québec, un peu Montmagny, tout ça. C'est sûr qu'on est en début de saison. Plus on va aller vers novembre, ça va être meilleur. Mais en ce moment, autant pour l'oie, la bernache qui est même rendue avec une pré-saison. Oui. Donc, on peut commencer à chasser le 1er septembre pour l'outarde. On en voit quand même pas mal de loutardes présentement. On voit des champs mixtes carrément. Tu as des cercles loutardes, des cercles d'oies dans le milieu de ça. Là. Bien, je te dirais que la majorité des populations de sauvagine en ce moment au Québec se portent très, très, très bien. Ce qui est le fun avec la sauvagine aussi, c'est que c'est des populations... Tout ce qui est oiseaux migrateurs est de juridiction fédérale. Et la plupart des recherches sont faites conjointement avec les États-Unis. Okay. Donc, ça nous donne vraiment une manne incroyable d'informations là, au niveau de ces oiseaux-là. Si on prend, admettons, l'oie des neiges, bien là,
suite aux différents rapports qui ont été déposés dans les derniers jours, parce que là, les oies sont parties du nord, donc nos chercheurs reviennent. On sait que cette année, si on se fie au site de bagage pour l'Oie des Neiges qui est situé sur l'île Bilot, au nord de la terre de Baffin, qui est un peu la partie où ce qui se concentre le plus d'oies au niveau de la nidification dans le nord, on parle que 15 % du troupeau qui nidifie sur Bilot. OK, quand Là-bas. même. Ce qui est quand même très important. Là, ça, on parle sur une population d'environ 750 000 individus pour l'Oie des Neiges. On sait que cette année, la nidification là-bas a été difficile. C'est expliqué par plusieurs facteurs. Premièrement, cette année, exceptionnellement, lorsque les oies sont arrivées à Bilot, il y avait encore de la neige au sol. OK. Les oies ne peuvent pas... On s'entend, le but, c'est de mettre les œufs au chaud. Ils ne feront pas un nid dans la neige. Non, c'est là. ça, c'est un frigidaire. C'est ça. Donc, ça prend des endroits où le sol est dégagé. On comprend qu'au nord de la terre de Baffin, des fois, la neige peut être longue à Ça a fondre. été le cas cette année. Ça a été le cas cette année. Donc, quand les premières oies sont arrivées là-bas, il y avait encore un bon couvert de neige. Premier facteur qui nous indique peut-être une reproduction moins intéressante. Aussi, ce qu'il faut comprendre, dans le nord, il y a quand même plusieurs prédateurs pour l'Oie des Neiges. Mais la plupart de ces prédateurs-là, ce qu'ils préfèrent viser comme proie, c'est les lemmings. Mais cette année, les lemmings, il n'y en avait pas dans le nord. C'est normal, c'est des cycles, un peu comme les lièvres. Les lynx, il y a des cycles. Oui. Maintenant, on a beaucoup de lièvres puis de lynx. Fait que là, ton prédateur, il se retrouve à venir combler la lacune, mais il va sauter beaucoup plus dans l'oie, puis là, ta population d'oies s'en ressent. C'est Tu as ça. deux combinés. Déjà, tu as la neige, puis là, tu as la prédation qui était très, très, très présente. Et là, comme effet, là, par ici, ça me donne quoi? Qu'est-ce que je vais observer comme chasseur d'oies, là? En fait, comme chasseur d'oies, ce qu'on va observer, ça va être surtout des populations. Lorsqu'on va regarder des camps d'oies, on sait, l'oie juvénile a le bec noir, les pattes noires et Oui. un plumage un petit peu plus gris. On va avoir peut-être un peu moins. Les estimés, on s'entend, c'est des estimés. Le vrai taux de juvénile, on va le savoir, la chasse va être finie. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un programme, justement, que pendant qu'ils sont en migration, on les observe. Et il y a une manière de compter le nombre de juvéniles par adulte et on arrive avec une approximation pour le taux de juvénile. En ce moment, tout ce qu'on a, c'est un peu une extrapolation de ce qu'on a vu là-bas. On parle d'environ 14 % de juvéniles dans le troupeau. Ah, c'est beaucoup, ça. Non, c'est peu. Je te dirais que la moyenne se situe autour de 22-23 Parce que moi, je me serais attendu, avec tant de prédation et une nidification plus dure, à avoir la population fragmentée au niveau des jeunes encore plus que ça. Encore là, il faut toujours mettre ça en perspective. Ça, c'est l'échantillonnage de Bilot. Est-ce que la reproduction a été mauvaise seulement à cet endroit-là? Parce que l'aire de nidification de la Grande Oie des Neiges, c'est du nord de la terre de Baffin jusqu'aux dernières îles arctiques canadiennes. Là. C'est vraiment là, énorme. Donc, la reproduction peut être bonne ailleurs. Puis finalement, on va finir notre automne avec des chasses exceptionnelles. Puis on va avoir un taux de juvénile beaucoup plus élevé. Là. Moi, je te parle plus souvent, toi. ça, c'est ce qui concerne l'Oie des Neiges. Si on tombe dans les canards proprement dit, là où est-ce que je m'y connais encore moins, est-ce que, Benoît, les populations vont aussi bien que dans l'Oie des Neiges? Dans la plupart, je dirais que oui. Malard, on sait que les populations de malard vont très, très bien en ce moment. Si on prend un autre canard qui est assez commun au Québec, on prend le canard pilet. Je te dirais que moi, ce que je constate sur le terrain, j'ai pas de grandes études de ça, mais de ce qu'on constate sur le terrain, on en prélève beaucoup, on en voit beaucoup. C'est des canards qui vont bien. Dans les dernières années, je te dirais que sur le terrain, j'ai observé sarcelles à ailes vertes beaucoup moins nombreuses qu'avant. Canard noir aussi, qu'on voit peut-être un peu moins. Le canard noir est un canard un peu plus forestier, donc on le voit moins que le mallard. On sait aussi que le mallard et le canard noir s'hybrident ensemble. OK, je Donc, savais pas ça. Ça, en ce moment, on est en train de se rendre compte qu'il y a de plus en plus d'hybrides qui sont récoltés par les chasseurs. Est-ce que ça peut être un facteur de déclin? On le sait pas. Et comme ça, je te dirais que j'ai pas de grande étude là-dessus. Mais c'est un facteur que j'observe sur le terrain en ce moment. Par contre, cette année, on sait, on a eu quand même beaucoup de pluie au printemps, mais quand l'été est arrivé, quand on est arrivé en juillet, à un moment donné, c'est tombé sec. Oui. Pas dans toutes les régions, mais dans la plupart des régions du Québec. Les canards, eux, vont faire leur nid sur le bord d'un cours d'eau. S'il n'y a pas de pluie, s'il n'y a pas de gros coups d'eau, qu'on peut dire, qui arrivent pour faire monter les cours d'eau rapidement, bien, les nids restent au sec. Et à ce moment-là, normalement, on a une meilleure reproduction du canard. Je te dirais que moi, cette année, c'est ce que je constate, qu'il y a vraiment beaucoup de canards en ce moment au fleuve, dans la région de Québec. Il y a beaucoup de canards. C'est sûr qu'en ce moment, on a parlé en intro de la chaleur pour l'orignal, chaleur pour le canard. Je te dirais qu'en ce moment, j'ai fait quelque chose
que j'avais jamais fait avant dans toutes mes saisons de chasse au canard. J'ai traîné une glacière pour mes premières journées. Et je récoltais mes canards, je mettais ça dans la glacière comme si j'aurais été à la pêche à la truite au mois de juillet. Il nous reste 30 secondes. Somme toute, on est dans une bonne saison de chasse au niveau de la sauvagine? Ben, le temps va nous le dire. Je pense que la table est mise pour une très, très bonne. C'est très important, un petit rappel, on suit la réglementation. Si vous récoltez des bagues, rapportez-les pour que justement toutes ces études-là qui nous amènent un paquet de données, qu'on puisse continuer à les avoir. Nous autres, les chasseurs, on est les premiers sur le terrain à aller voir ces oiseaux-là. Donc, quand on a des infos, on les communique. Génial. On doit se quitter. Le temps d'une pause. Au retour de la pause, on vous parle des différents plans et services qui sont disponibles dans la belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Soyez là. Yves Laroche, l'Association des pourvoiries du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comment ça va, toi? Ça va très bien. Martin, et toi? Ça va super bien. Yves, j'ai quelques questions pour toi concernant les pourvoiries. J'aimerais ça qu'on encadre, qu'on définisse un petit peu la pourvoirie. Qu'est-ce que c'est puis qu'est-ce que ça fait? D'abord et avant tout, dis-moi donc, une pourvoirie, dans la définition, c'est quoi? Bon, là, je suis pas un avocat, OK? Oui. Puis il y a une définition dans la loi de conservation et de mise en valeur de la faune. Fait que je vais t'allire, OK? On fait ça. Puis je pense que ça va être assez clair. Donc, selon cette loi-là, au Québec, on entend par pourvoirie une entreprise qui offre contre rémunération, OK, de l'hébergement et des services ou de l'équipement pour la pratique à des fins récréatives, des activités de chasse, de pêche ou de piégeage. OK. Ça répond pas mal à ce qu'on voit sur le marché de manière générale, qu'on appelle Exactement. pourvoirie. Maintenant, il y a d'autres termes qu'on voit souvent associés à pourvoirie qui sont un peu mêlants pour le public. Pourvoirie à droit exclusif ou à droit non exclusif. Ça veut rien dire pour le peuple. Non, non, puis je vais te dire quelque chose. Moi-même, dans mes premières visites dans les pourvoiries, là, j'étais complètement Qu'est-ce que c'est mêlé ça? là-dedans. Mais c'est assez simple, OK? Puis encore là, parce que je ne veux pas oublier les détails importants, je vais te le lire. Une pourvoirie détenant des droits exclusifs sur un certain territoire, ça veut dire qu'il y a l'exclusivité de la pratique des activités de chasse, de pêche ou de piégeage pour le territoire de la pourvoirie. J'aurais Donc, pas de surprise en arrivant sur mon territoire. non. Puis, tu sais, si tu arrives là, c'est le pourvoyeur ou son représentant qui va décider c'est qui pratique ces activités-là. OK? C'est pas monsieur et madame tout le monde qui va rentrer là puis qui va être, admettons, à chasse à l'orignal, là, dans ton territoire. Il est à toi, le territoire. Donc, non exclusif, c'est tout simplement le contraire. Ah. Bien, c'est ça, mais c'est que le pourvoyeur va quand même donner des services, mais sur son territoire, tu peux rencontrer d'autres utilisateurs, justement, pour le prélèvement des ressources fauniques. Une chose qui est importante au Québec, la majorité des pourvoiries avec droit exclusif sont dans le sud du Québec. Puis sans droits exclusifs, sont plutôt dans le nord. OK. Puis c'est comprenable, là, je pense. Que... Oui, définitivement. De toute façon, l'achalandage est moindre. Les autres termes qu'on voit souvent en pourvoirie définissent un peu les plans ou ce qui va se passer quand je me présente comme client, ce sont les plans. D'abord, il y a le plan européen. Excuse-moi si je ris là, quand tu me dis ça, parce que j'ai rencontré récemment un couple bien adorable, puis ils m'ont dit, écoute Yves, je cherchais une pourvoirie, et puis je ne pouvais pas y aller. Parce qu'ils disent que c'est seulement les Européens et les Américains qui peuvent aller Je là. n'avais pas entendu celle-là, Yvonne. Écoute, c'est important. Puis je pense qu'on doit le définir là, pour démêler tout ça. Bon. Le plan européen, c'est tout simplement un plan où que le pourvoyeur va te fournir l'hébergement, les services, mais c'est toi qui amènes ta nourriture puis qui fais tes repas. Et voilà. À ça peut s'ajouter des services de guide ou des services plus, mais à la base, ça définit ton mode d'habitation, ton mode au niveau de la nourriture. Exactement. À l'instar, on a le plan américain. Oui, bien là, le plan américain, ben non, c'est pas juste pour les Américains, mais c'est le pourvoyeur dans un restaurant ou dans une auberge va te servir tous les repas. OK. OK? Puis ça peut aussi inclure, pour certaines activités, d'autres services comme l'éviscération des poissons. Si on a des moteurs pour aller sur un lac, bien, quelqu'un va les porter s'ils ne sont pas là en permanence. Ça peut être aussi les services de guide. Ça peut être un paquet d'autres choses. Il s'agit de se renseigner là, auprès de son pourvoyeur. Oh, Qu'est-ce que ton oui. plan américain inclut pour ne pas avoir de surprise non plus? Non, ça, c'est assez important. Et puis, on a quelque chose qui a débuté il y a quelques années. Puis ça, c'est le plan là, que je préfère le plus. C'est un plan semi-américain. Oui, c'est vrai. C'est très plaisant, ça. Ça, tu as tous les avantages du plan américain et le seul repas que tu prends
c'est le repas du soir. Donc, madame, elle a des vacances, elle aussi, et puis tu fournis ton petit déjeuner et ton dîner. Souvent, les pêcheurs vont apprécier ça parce qu'ils peuvent partir le matin à la pêche puis ils reviennent pour le souper qui est, lui, fourni par le pourvoyeur. Ensuite de ça, bien écoute, je dois me choisir une pourvoirie, si on le veut. Je dois déterminer une bonne pourvoirie. Comment je m'y prends pour, avec toutes ces données-là, déterminer quelle pourvoirie je vais? Oui, mais écoute, la première chose, il faut regarder qu'est-ce qui est offert à chacune des pourvoiries. Fait qu'il faut décider de faire son plan, OK? Oui. De faire son plan pour savoir, bon, premièrement, est-ce que je vais y aller en plan européen? Est-ce que je vais faire de la pêche? À quelle espèce? Hein? Je fais-tu de la chasse? Je vais avoir besoin de guide, etc. Donc, de t'informer un peu et de savoir qu'est-ce qui est inclus généralement, qu'est-ce qu'on va retrouver chez le pourvoyeur. Oui. Avec la première branche. Bien, le meilleur outil, là, je vais te dire, là, pour tout démêler ça, là, on en a deux là, qui sont assez uniques là, au Québec. Il y a le site pourvoirie.com Oui. de la Fédération des pourvoiries du Québec, puis le site pourvoiriesaguenay.com pour les pourvoiries du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Outil de recherche complet avec mes critères. Je vais arriver avec des résultats de recherche. Je reste à prendre une décision avec un peu le feeling que je vais avoir. Excellent. Yves Laroche, un gros merci encore une fois. Puis écoute, ce n'est que partie remise. Merci, Martin. Ces conseils vous ont été offerts par les pourvoiries du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour des vacances estivales où la nature et les grands espaces ne font qu'un. On parle de chasse aux phoques, chasse aux loups marins, il faut en parler. C'est une chasse qui prend en popularité et c'est une chasse qu'il faut absolument démocratiser. Je vous ramène en arrière un petit peu, vous vous souvenez, il y a eu toute une montée, une tollée de protestations. Il a vraiment fallu isoler le fameux blanchon de Brigitte Bardot dans le temps du loup marin, le phoque qu'on chasse présentement par besoin de contrôle de population. Le cheptel est tellement exagérément exponentiel que ça impacte directement dans les stocks de poissons qu'on utilise pour la pêche commerciale, la morue et autres espèces. Donc, on fait une chasse de contrôle de population. Ça a découlé sur quelque chose d'autre dernièrement qui a refait une autre montée aux barricades. Des pêcheurs un petit peu fâchés, des chasseurs qui veulent s'amuser, qui font des tirs sur des phoques, tirs placés de façon à ce que le phoque coule dans l'eau pour pas avoir besoin d'aller le récupérer, pour juste s'en débarrasser. Ou encore, des pick-up vus aller tout simplement domper des phoques au dépotoir. Vous savez, il y a des lois au Québec pour ça. On n'a pas le droit de laisser se gâcher ou encore de gaspiller une viande de gibier, et avec raison. C'est un crime, c'est un meurtre. Tuer pour tuer, point final. Et c'est des actes qu'on doit condamner. Donc, d'un côté, il y a malheureusement des individus qui agissent comme ça, et on essaye d'élever un peu l'utilisation de nos gibiers, toutes espèces confondues, grand gibier, petit gibier, et le phoque en fait partie, dans son utilisation optimale. Et là, j'ai une petite compagnie qui pop, CDNA, qui, eux, font de leur fer de lance l'utilisation optimale de ce gibier-là en particulier, le loup marin. CDNA s'applique à élever le potentiel nutritionnel du loup marin. On va dans les foires commerciales, par exemple, où on prépare différents mets avec la viande de loup marin pour la faire découvrir. On met de l'avant son potentiel. On le sait déjà, vous le savez, on l'a prouvé, on en a parlé dans le passé. La viande de loup marin a une concentration en protéines, donc une valeur protéinique qui est de loin supérieure à ce qu'on est habitué. C'est la même chose au niveau des vitamines, au niveau des minéraux, au niveau des acides aminés. C'est une viande qui est exceptionnelle dans sa qualité nutritionnelle. Donc, on veut la rendre populaire, on veut l'élever pour qu'elle soit consommée, qu'elle soit utilisée sur le marché, puis optimiser la récupération et l'utilisation du produit de cette chasse de contrôle de population-là qui vise directement le loup marin. Donc, on veut rentrer ça dans le quotidien des gens. Présentement, CDNA vend la viande de loup marin sur le plan commercial, donc ils le vendent au restaurant. Je pense juste comme ça au restaurant La Sagamité, La Traite, où est-ce qu'on sert, par exemple, des spécialités à base de loup marin. J'ai vu des burgers effilochés de loup marin, j'ai vu plein de trucs assez hallucinants. Ça avait l'air très bon. Ça, c'est pour la viande. Mais on s'est penché sur un autre point. Le gras, l'huile issue de la dilution du gras du loup marin. On commence à mettre ça sous la loupe un peu. Regardez, il y a du oméga 3 là-dedans. Des acides gras essentiels. Chose qui est déjà entrée dans le quotidien nutritionnel des Québécois depuis un petit bout de temps en termes de supplémentation naturelle. Les oméga 3, on le sait, les vertus ont été prouvées, sont très intéressantes. On en donne même maintenant au niveau des TDA, TDAH, pour leur donner un coup de main au niveau de la concentration. C'est
les acides gras essentiels sont essentiels au développement du cerveau, surtout chez l'enfant. Au niveau des articulations, c'est aussi un excellent supplément. Nos grands-mères nous disaient, un petit peu d'huile de foie de morue, ça graisse le dedans. Donc, on va vraiment venir donner les gras dont on a besoin au niveau des articulations. Il y a aussi des concentrations en gras hydrosolubles qui vont venir diluer le cholestérol. Donc, prévention et traitement à long terme du cholestérol, prévention des maladies cardiaques. On pourrait continuer de même longtemps. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que je me retrouve avec une huile qui, est aussi supérieure en termes de concentration à ce qu'on est habitué. Généralement, on utilise l'huile de poisson. Bon, dans un premier temps, moi, ce que j'aime moins, ça rapproche moins mes valeurs parce que l'huile de poisson qu'on utilise est souvent issue des produits, des restants, si on le veut, de poissons qui sont faits en culture en milieu ouvert, donc en milieu marin ou dans les grands lacs. On a des grands filets dans lesquels on a énormément de saumon, par exemple. On tire plein d'antibiotiques là-dedans pour être sûr de ne pas avoir de problème de maladie. Ça se promène partout dans l'environnement. Les filets fendent, on se ramasse avec des espèces invasives de gauche et à droite, comme ça s'est passé dernièrement dans l'Ouest encore, du saumon de l'Atlantique qui s'est ramassé un petit peu partout. On ne veut pas encourager ça. D'autant plus qu'ici, on a une pureté qui est de loin supérieure. L'huile de poisson, je dois la procéder de façon chimique pour isoler les nutriments et en faire une gélule. L'huile de phoque, pure, directement dans la gélule après l'avoir stabilisée, l'avoir rendue propre à la consommation humaine, donc l'avoir stérilisée si on le veut. En plus, j'ai plus en quantité et en différentes molécules au niveau des acides gras essentiels. J'ai de l'ADP là-dedans, comme dans le lait maternel qu'il n'y a pas dans l'huile de poisson. J'ai en plus l'avantage que c'est un mammifère, donc la structure moléculaire des acides gras essentiels sont identiques à ceux de l'humain. Donc au niveau de l'assimilation, de la biodisponibilité, c'est thumbs up. Je veux acheter, consommer ce produit-là parce que je promouvois et j'encourage une compagnie qui est en train de s'élever dans l'utilisation optimale de cet animal-là. CDNA, vous les trouvez sur Internet, vous commandez directement sur leur site, les Oméga-3, consommez-les. Ils sont sur Facebook aussi, puis nous, on va en faire tirer quelques bouteilles dans le futur. Ça se termine déjà pour notre émission cette semaine. Vous le savez, cette émission-là, l'ensemble de la programmation de Télémag, vous pouvez la visionner sur le télé-mag.tv ou venez nous voir sur le Facebook de Loisirs Chasse et Pêche. Et la semaine prochaine, vous voulez être des nôtres, on monte dans les Monts-Valin, précisément à la pourvoirie Clos-Parot. On s'en va installer nos salines pour la chasse à l'orignal. Là, pour faire mes salines à l'orignal, pas de casse-tête, tout le monde peut les faire de la même façon, une solution bien simple. D'abord, les minéraux de base qu'on va les mettre. Et évidemment, du jam que moi j'utilise sur la saline, mais on en met un peu partout autour aussi. Oui, monsieur! C'est super beau, ça! Hey, mais ça! Loisirs Chasse et Pêche vous a été présenté par Capital Chrysler. Ne signez rien sans venir nous voir. Et par La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des chasseurs et pêcheurs.